À tous. Je suis ici avec Anne-Sophie Pasquet pour un topic de webinaire qui va être passionnant, dont on entend très très peu parler, je trouve. C'est C'est vrai. l'importance du mucus pour la santé intestinale et auto-immunitaire, parce qu'on sait tous que quand on parle de santé intestinale, on parle toujours de santé, enfin quand on parle de santé immunitaire, on parle toujours de santé intestinale avec. Donc Exactement. voilà, et les topics de santé intestinale sont infinis. Mais c'est vrai que en brainstormant un petit peu avec Anne-Sophie sur pas mal de choses qu'on voulait aborder, on s'est arrêté sur le mucus parce que c'est un topic qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est ma passion. Ça choque toujours les gens quand je C'est dis ma ça. passion. Passion mucus. Passion mucus. Chacun sa passion, hein. Voilà. Donc, écoutez, on va se lancer. N'hésitez pas si pendant qu'on est en train de présenter, vous avez des questions. Si c'est des questions qui parlent de la slide en particulier, on va y répondre tout de suite. Si c'est des questions un peu plus variées sur votre cas ou quoi que ce soit, on répondra à la fin. On prendra le temps à la fin de répondre à toutes vos questions. Donc Tout à n'hésitez pas. fait. Et vous pourrez prendre la parole aussi si vous le souhaitez à la fin. Donc n'hésitez pas à partager dans le chat et prendre la parole à la fin. Voilà. Donc pour le contexte, vous le savez bien, c'est toujours dans la lignée des webinaires mensuels de bien-être auto-immune. Donc vous allez retrouver ce webinaire en replay aussi sur YouTube et je vous enverrai un email via la newsletter. Mais donc pour faire le petit topo de bien-être auto-immune, c'est un projet qui me passionne. C'est mon petit projet, mon petit bébé du moment. Donc c'est vrai que ça fait plus d'un an maintenant que je me suis lancée dans ce projet et c'est un projet qui est né un petit peu d'une frustration de. Donc moi je suis basée aux États-Unis, hein, je vis aux US et j'ai été formée aux États-Unis, mais je suis française. Et c'est vrai que quand je suis tombée malade de ma spondylarthrite, c'était en France et j'avais pas forcément les ressources éducatives, de cette approche un peu plus, on va dire, naturelle que j'ai découvert par la suite aux États-Unis. Et donc je me suis dit, mais c'est complètement injuste. Et si j'avais pas été aux États-Unis, bah, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Est-ce que vraiment j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui, la rémission que j'ai trouvée? Et voilà. Donc, c'est vrai que j'avais envie de rendre la communauté en France et puis surtout de véhiculer et d'éduquer autour de cette approche qui est une approche qui est tout à fait fondée sur des bases scientifiques. Hein. C'est pas, on ne parle pas uniquement de choses par rapport à mon vécu, hein, pas du tout. Je vous en parlerai un petit peu plus lors de notre présentation. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Le but, c'est d'avoir un maximum de ressources gratuites pour vous autour de cette approche qui est alimentaire d'un côté, mais pas que alimentaire. On va parler de tout ce qui est système nerveux, de tout ce qui est santé intestinale, mais pas que du côté alimentaire, tout ce qui est la connexion à autrui, tout ce qui est le mouvement, la gestion du stress, voilà. On vous aide à trouver des coachs. On a tout un tas de différents coachs qui sont formés aux maladies auto-immunes, mais pas que. On a aussi des médecins fonctionnels sur notre site. L'idée, c'est de vous apporter un maximum de ressources pour vous aider sur ce chemin vers la santé, et en espérant la rémission de tout type de maladie auto-immune. Voilà. Je commence par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach et IP. Et IP, ça veut dire Autoimmune Protocol, protocole auto-immune en français. Donc, j'en parle beaucoup dans les webinaires. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller soit sur le site, soit sur YouTube, à regarder quelques vidéos pour comprendre un peu mieux ce que c'est. On va pas en parler aujourd'hui, enfin, on va pas trop l'aborder. Donc, c'est pour ça que je vous invite à regarder les autres vidéos. Mais c'est vrai que c'est une approche dans laquelle moi je suis un petit peu tombée dedans quand je suis arrivée aux États-Unis après mon diagnostic de spondylarthrite ankylosante où j'ai été quand même en atroce souffrance. J'ai passé la première année vraiment clouée au lit, à arrêter mon travail, à plus trop pouvoir rien faire. J'avais 23 ans, pleine de vie, pleine d'énergie et puis d'un coup à devoir faire le deuil sur notre vie qu'on nous dit on nous apprend que ça va que être évolutif et que ça ne va que s'empirer et que on va se retrouver potentiellement en fauteuil roulant à la fin de notre vie. Donc c'est vrai que
et que les traitements sont quand même assez lourds, hein. C'est des traitements des anti-TNF. Donc, ça a été très difficile les premières années jusqu'à ce que je trouve cette approche. Je trouve un médecin fonctionnel aux États-Unis. J'y ai mis toutes mes économies, parce que c'est vrai que les médecins fonctionnels, surtout aux États-Unis, ça coûte très, très, très cher. Et je me suis complètement dédiée à ma guérison et ma rémission. Et donc, changement total de vie, d'habitudes alimentaires. Et d'habitude de mode de vie à 360 et j'ai réussi à retrouver la santé en 18 mois. Ça a été un petit peu long pour moi. Enfin, il y a des personnes c'est plus long, il y a des personnes c'est plus court. J'ai pu tomber enceinte, c'était mon souhait de devenir maman et donc je suis maman maintenant de deux petites filles et en rémission totale depuis presque 5 ans. À prendre zéro médicament et à avoir zéro symptôme. Et donc, quand j'ai vu que c'était possible pour moi, je me suis prise de passion. Je passais mes journées dans PubMed à lire toutes les dernières études qui sortaient, à me goinfrer de tous les bouquins que je trouvais sur ce topic, et qui malheureusement est majoritairement en anglais, hein, majoritairement aux États-Unis. Et donc, j'ai décidé de changer de carrière. J'étais en marketing avant et j'ai décidé de me replonger dans les études, de devenir naturopathe, nutrithérapeute. J'ai aussi une formation de naturopathe, mais j'exerce en tant que nutrithérapeute. Et j'utilise beaucoup les outils fonctionnels, des tests fonctionnels comme des prélèvements de sel, des tests d'hypersensibilité alimentaire. Et je me spécialise en santé intestinale et maladies auto-immunes. Voilà, un petit peu sur moi. Anne-Sophie, je te laisse te présenter aussi. Oui, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, Laurane, de m'inviter ce soir. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent pas, donc je suis Anne-Sophie Pasquet. Donc, je suis naturopathe et je me suis spécialisée effectivement en prise en charge des troubles digestifs et microbiote. Et je me suis formée aussi à la micronutrition, donc après mes études de naturopathie. Parce que, bah, un petit peu comme Laurane, moi, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et là, voilà, c'est un peu sans fin une fois qu'on a commencé un peu à se former à tout ce qui touche à la santé. Je trouve que moi, je pourrais passer mes journées, mes nuits à me former à tout ça tellement c'est passionnant et tellement, voilà, j'apprends des choses incroyables et ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je suis formatrice auprès des naturopathes et autres professionnels de santé sur justement la prise en charge des troubles digestifs. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en sortant de mes études de naturopathie, j'avais appris plein de choses, mais il manquait encore des éléments. Donc c'est en me formant à la micronutrition que j'ai vraiment compris d'autres choses et ça m'a permis vraiment de faire beaucoup plus de liens entre bah, les différents symptômes, les différentes causes, etc. Et c'est un peu ce qu'on va, pardon, ce qu'on va évoquer. Ce soir par rapport au mucus, hein. C'est vraiment pendant ma formation de micronutrition que j'ai découvert le mucus, qui est devenu ma passion. Et donc voilà, je crée aussi des formations en ligne sur les troubles digestifs pour le grand public, c'est-à-dire pour les non-professionnels de santé qui veulent trouver aussi des réponses un petit peu, essayer de comprendre en fait ce qui se passe, euh, pourquoi ils ont des troubles digestifs, quelles sont les vraies causes et du coup quelles sont les solutions aussi. Donc voilà un petit peu mon Mm. métier. Donc je suis à la fois naturopathe et formatrice. Et moi de mon côté, donc j'ai le syndrome de l'intestin irritable depuis mon enfance, hein, vraiment, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'avais tout le temps mal au ventre, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Ça a été du coup des longues années de recherche de solutions à la base pour moi-même, pour essayer de comprendre un petit peu ce que j'avais, parce qu'effectivement, j'ai vu pas mal de médecins qui étaient pleins de bonne volonté, mais qui ne savaient pas comment m'aider, puisque en fait, j'avais pas une maladie, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui est finalement un trouble fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une maladie qu'on peut soigner avec des médicaments, ou voilà, c'est un dysfonctionnement du système digestif. Donc, bah, du coup, je trouvais pas de solution. Donc j'ai cherché des solutions pour moi-même déjà en me formant à la naturopathie. Et puis une fois que j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis dit que je devais pas être la seule déjà et que bah, il y avait trop de personnes qui, comme moi, erraient un petit peu en essayant de trouver des solutions et donc Ouais. que j'avais plein de choses à partager. Ouais. Donc voilà, je me suis vraiment spécialisée sur ça depuis maintenant 2017 où j'ai commencé à me former d'abord au protocole FODMAP et puis ensuite à la naturopathie, puis à la micronutrition. Et aujourd'hui, je continue de me former un peu en continu. Donc voilà Mm. un petit peu pour moi, un peu comme toi, Laurane. Au début, j'y suis venue pour moi pour trouver des solutions. Et puis en fait, après, on a tellement envie de transmettre tout ce qu'on a appris parce que Ouais. c'est tellement précieux
Et voilà, il y a tellement de personnes qui effectivement cherchent des réponses. Donc quand on arrive à en trouver quelques-unes, c'est toujours intéressant de pouvoir Ouais, les partager. exactement. Mais c'est vrai que les personnes qui font notre métier, souvent, elles ont eu un parcours personnel avant d'arriver dans ce métier-là. C'est très courant. Ouais. On se soit lancé là-dedans. Et puis au final, moi, je me rends compte, c'est ma voix, clairement, c'est ma passion et c'est ma voix. Mais sans avoir été malade, je l'aurais jamais trouvé, cette voix. Ouais, je pense que Donc, moi aussi, hein. Clairement, c'est vrai que c'est plutôt un mal pour un bien finalement, hein. C'est ouais, vrai que ouais, ça permet vraiment de carrément. s'ouvrir à des choses assez Ouais. incroyables. Et donc, sur la thématique d'aujourd'hui, comment comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette niche du mucus? Pourquoi c'est un sujet voilà, qui t'affectionne tout particulièrement? Eh bien, un peu pareil, en fait, j'y suis arrivée d'abord pour moi, parce qu'en fait, je suis tombée sur un article qui disait justement, si vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes de digestion, peut-être que vous êtes concerné par ce truc. Alors moi, Mm. évidemment, je clique, je vais voir. Et donc, effectivement, là, j'ai commencé à entendre parler du mucus intestinal et du fait qu'il pouvait y avoir, selon les personnes, c'est ce qu'on va expliquer plus en détail, mais il peut y avoir des différences selon les personnes en termes de qualité de mucus, etc. Et que du coup, ça peut effectivement engendrer des problèmes de digestion. Et Mhm. que j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un test que l'on pouvait faire. Donc, j'ai fait le test, j'étais concernée. Et là, du coup, ça m'a permis vraiment de commencer à trouver des solutions concrètes parce que j'avais déjà trouvé pas mal de solutions pour mes troubles digestifs, mais il restait encore quand même des choses sur lesquelles je ne comprenais pas. En fait, j'avais toujours des symptômes, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand j'ai vraiment mis le doigt sur ça, ça a vraiment tout changé. Ça m'a vraiment changé toute ma santé digestive, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées par ça, par Mhm. des problématiques de mucus. Donc, pareil, c'est un peu comme ça que je me suis dit, mais en fait, ce sujet, il est incroyable parce que tellement de personnes sont concernées, tellement de personnes ne le savent pas. Moi, la Mhm. première, hein, j'étais pas au courant du coup que Mhm. j'étais concernée. Donc, voilà, c'est vraiment... Et on en parle de plus en plus, hein, effectivement, plus je me forme à la micronutrition, plus je me rends compte qu'effectivement, on en parle de plus en plus de ce fameux mucus et plus il commence à y avoir des publications sur le sujet. Mhm. Et voilà, donc c'est Ouais. quand même un sujet finalement important et qui concerne beaucoup de personnes. Ouais, ouais, c'est sûr. Et vu que c'est un test, bon, on va en parler hein, dans les slides que tu nous as préparés, mais vu que c'est un test génétique, est-ce que tu as été curieuse, enfin, est-ce qu'il y a des symptômes similaires dans ta famille, enfin tes parents? Est-ce que tu as été curieuse de savoir de quels parents ça pouvait potentiellement venir? Je sais que, enfin, moi, j'ai fait pas mal de tests génétiques, pas celui-là, mais j'ai toujours, Ouais. après, essayé de creuser, tu vois, de comprendre. Ouais, complètement, parce que effectivement, comme c'est un test génétique et que du coup, c'est un peu comme le principe de la couleur des yeux, en fait. Si par exemple, on a les yeux bleus, ça veut dire que nos parents avaient tous les deux au moins une version du gène de la couleur des yeux qui était bleue et qui nous l'ont transmis. Et donc, effectivement, moi, comme je suis ce qu'on appelle profil non sécréteur, qu'on va vous expliquer juste après, j'ai pas fait tester mes parents, mais c'est vrai que bah, je me dis que forcément, ils ont tous les deux au moins une version du gène qui est Ouais. non sécréteur pour avoir pu me la transmettre. Et Mhm. effectivement, je pense que oui, quand je vois ma maman, elle a aussi parfois des petits soucis de digestion. Alors rien de comparable à ce que moi j'ai pu avoir, mais quand même. Donc je me Mhm. dis, ce serait rigolo effectivement de faire le test. Ouais. Mais oui, Oui. à mon avis, je pense qu'ils m'ont transmis tous les deux un peu une version C'est possible. avec une mutation. Et du coup, ça me fait penser aussi que j'ai pas d'enfants à l'heure actuelle, mais si j'ai des enfants, pas forcément. Mon conjoint s'est fait tester aussi, donc on sait que lui, il a une version OK, une version pas OK. Donc forcément, bah, a priori, nos enfants, vu que moi j'ai les deux versions pas OK, a priori, nos enfants auront plutôt tendance à avoir une version Oui. de ce qu'on appelle non sécréteur. Donc c'est super parce que ça permet aussi de faire de la prévention, c'est-à-dire que on pourra faire le test directement si on a des enfants et voilà, on pourra déjà en prévention s'occuper de ça. Ça leur évitera, comme moi, d'avoir des années de troubles digestifs sans comprendre pourquoi. Et il a fallu que je sais plus à quel âge j'ai fait ce test, mais il y a quelques petites années. Donc voilà, Ouais, finalement, à il y a l'âge eu quand même adulte. beaucoup de... Ouais, Ouais. clairement. Ouais. Bah Voilà, c'est écoute, le sujet de test. c'est génial que tu parles de ça parce que c'est vrai que ça me donne l'idée de faire un webinaire sur ce thème-là aussi de que faire pour nos enfants. Quand on a Très une bonne maladie idée. auto-immune ou quand on a un diagnostic d'une maladie
voilà, liées au syndrome irritable ou ce genre de choses. Est-ce que, et si on a fait des tests génétiques, quelle est l'approche pour nos enfants? Et Ouais. est-ce qu'on a envie voilà, de les élever ou d'avoir des habitudes de vie ou alimentaires un peu différentes? Je sais que moi, alors j'ai pas fait le test, celui-ci dont tu vas nous parler, mais j'ai fait pas mal de tests génétiques, notamment pour le gluten. Malheureusement, j'ai les deux allèles. Le HLA-B27 aussi, qui est un test classique génétique qu'on fait pour la spondylarthrite ankylosante. J'ai malheureusement les deux allèles. Euh, donc je remercie mes deux parents. Et donc forcément, c'est une garantie que je passe au moins un allèle à mes enfants. Et donc du coup, faut être vigilant. Et donc, il faut faire attention à Oui, c'est ça. ça. Ça veut dire que c'est pas du tout une fatalité ou quoi, mais au moins ça permet vraiment de faire de la prévention et Ouais, d'éviter justement à nos enfants de un peu de subir ce qu'on a subi. On pourra pas tout leur exactement. éviter, mais au moins les choses qu'on connaît, c'est quand même super de pouvoir se dire, bah, on peut faire ce qu'il faut en amont. Voilà, ouais, c'est incroyable de se dire que je fais tout en tout cas pour protéger mon enfant. Et moi, le HLA-DQ2 que j'ai notamment pour le gluten, bah pareil, du coup, moi, mes enfants, je leur donne pas de gluten. Mais Parce ouais. que je sais que, de toute façon, enfin, ma petite, elle a que 3 mois, je l'allaite encore. Donc, Oui. mais ma grande, elle a des symptômes dès qu'elle en mange. Donc, en fait, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, OK. Ben ouais. Moi Bon, non plus. bref, on part sur une tangente, excusez-nous, mais si ça vous intéresse, dites-le nous dans le chat qu'on fasse un webinaire sur ce sujet. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Tout à fait. Alors, je te laisse nous présenter ce que c'est le mucus. On a dit Le le mot mucus fameux. peut-être 20 fois, peut-être qu'il y a des Oui, gens qui c'est ne clair. savent pas encore ce que c'est. Ben, je pense qu'en général, on connaît un peu le mucus parce qu'on en a une image pas forcément super glamour, hein. On a tous connu quand on a un rhume, on nous dit qu'effectivement on a trop de mucus. Donc effectivement, bah, le mucus, c'est quoi? C'est une substance visqueuse qui recouvre toutes nos muqueuses. Donc on en a vraiment sur toutes les muqueuses, hein. Là, on va parler vraiment du mucus intestinal, mais finalement, on en a absolument sur toutes nos muqueuses. Donc il est majoritairement composé d'eau à 95% voire plus hein, selon les endroits et un petit peu de protéines, de glucides et de lipides. C'est ce qui va permettre en gros de créer une structure. Donc c'est pour ça que le mucus est quand même quelque chose d'assez aqueux, mais qui se tient quand même beaucoup plus que de l'eau par exemple. Où l'eau c'est vraiment liquide, ça tient pas sur une surface. Le mucus oui. Et Mm. effectivement, donc il est composé donc d'eau. Les protéines, je vais en reparler, mais je vous ai mis le nom parce que c'est important. Donc c'est ce qu'on appelle des mucines. C'est facile, un mucus, mucine, le nom est à peu près similaire. Dans les glucides qui le composent, il y en a un qui va nous intéresser particulièrement, donc, dont on va reparler, c'est le fucosyl-lactose. Il a un nom un petit peu barbare celui-ci, mais vous allez voir, je vais vous expliquer après. Donc voilà, donc effectivement, il est présent sur toutes nos muqueuses, mais fort heureusement, sa composition, elle est différente selon l'endroit du corps. Le mucus que l'on a par exemple dans les yeux, puisque nos yeux finalement sont aussi un peu comme des muqueuses, ou le mucus que l'on a dans la bouche, par exemple, sera pas du tout le même, voilà, entre les yeux, la bouche et l'intestin. Mm. Donc si on se focalise un peu plus sur celui du tube digestif, c'est pareil en termes de composition du mucus, il sera aussi différent selon les endroits du tube digestif. Donc, par exemple, dans la bouche, on a aussi un mucus, mais qui est très fin, que l'on ressent quasiment pas, alors que plus on progresse dans le système digestif, plus le mucus va être assez dense et plus important. Donc, par exemple, si on prend en première partie donc du système digestif jusqu'à donc une grande première partie quand même parce que c'est jusqu'à la fin de l'intestin grêle donc vraiment de la bouche jusqu'à l'intestin grêle le mucus il sera plutôt fin et assez lâche donc c'est-à-dire qu'il sera presque comme un peu de l'eau enfin voilà il sera vraiment pas très épais alors que quand on arrive dans le côlon, on va voir pourquoi, mais effectivement, là, on se retrouve avec une double couche. Donc, il y a une première couche qui est très épaisse et très dense, qui va être vraiment celle en contact avec la muqueuse intestinale. Et par-dessus, il va y avoir une couche un petit peu plus souple, beaucoup plus lâche, qui, elle, va plutôt venir un peu comme un glaçage par-dessus, qui, elle, va plutôt permettre notamment d'héberger les bactéries du microbiote, etc. Voilà. Et la couche qui va plutôt être dense, elle va plutôt servir un peu d'airbag. On va revoir ça en détail. Mais cette notion, elle est importante parce que c'est vrai que
Le mucus, encore une fois, on en a une image qui est vraiment pas géniale parce qu'effectivement, c'est un peu un truc gluant et voilà, gélatineux. Mais il faut savoir qu'en fait, il est super important et vraiment sa composition va être différente selon son rôle, en fait, selon son utilité. Donc ça, c'est aussi c'est un point qui est important et je vous ai mis un petit schéma donc que vous voyez en bas à droite où sur l'image de gauche, ça va plutôt être la couche de mucus classique, on va dire à peu près dans l'intestin grêle, par exemple dans l'estomac aussi où il va aussi être important parce qu'il va protéger l'estomac de l'acide chlorhydrique. Et vous voyez que sur l'image de droite, vous avez cette double couche, un peu comme un gâteau à étage, où du coup, vous allez avoir la muqueuse intestinale, une première couche vraiment épaisse, et puis ensuite une deuxième couche un peu plus fine, un peu plus lâche. Donc voilà, pour Mm. la petite composition du mucus. Et globalement, normalement, il est translucide. Voilà, c'est vraiment un peu comme de l'eau, un peu plus, avec une couleur un peu plus blanche, mais voilà, il est assez translucide, le mucus. Mhm. Qu'on peut observer, enfin je sais pas si je vais en parler à un moment donné, mais qu'on peut observer parfois quand on va à la selle, on peut observer, hein, parce qu'on on perd des quantités de mucus. Alors on n'est pas censé en perdre beaucoup, mais on peut quand Oui. même en perdre un petit peu et on peut l'observer quand on va à la selle. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que parfois aussi ça peut un peu inquiéter si vous voyez voilà Mm. un peu du mucus, comme tu l'as dit, c'est normal qu'il y en ait une partie qui Oui, s'évacue avec les selles. Faut pas en perdre trop parce que ouais. pour le coup il est important. Donc si on en perd trop, c'est qu'il y a un souci. Mais voilà, effectivement, on peut le voir. Mhm. Donc à quoi il sert ce fameux mucus? Vous allez voir qu'il a quand même pas mal de rôles assez importants et qu'il n'est pas là juste pour rien. Donc son premier rôle, ça va déjà être un rôle de protection, comme je vous disais, c'est un peu comme un airbag, il va vraiment protéger la muqueuse, ça fait un peu une couche, vous voyez, un peu molle, mais qui va aussi faire vraiment comme un peu un airbag, sauf qu'à la place de l'air, bah, du coup là ça va être de l'eau dedans, mais il va protéger du coup la muqueuse à la fois des agressions physiques, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, vous avez mangé quelque chose que vous n'avez pas assez mastiqué, par exemple du pain, il va rester une miette de pain un petit peu, vous voyez, un peu agressive, on va dire, pour la muqueuse. Bah, le mucus, ça va aussi en partie, ça fait pas tout, mais ça va en partie la protéger. Il va aussi protéger des agressions chimiques. Par exemple, ça peut être si il y a une substance chimique qui peut être nocive pour la muqueuse. Le mucus va protéger. C'est notamment le cas dans l'estomac, hein. Finalement, l'estomac, il sécrète de l'acide chlorhydrique qui est tout à fait nécessaire, mais qui peut aussi agresser la muqueuse de l'estomac. Et ben là, le mucus, il va aussi permettre du coup de protéger, d'éviter en fait de faire vraiment une barrière entre l'acide chlorhydrique et la muqueuse de l'estomac. Et Mhm. il peut aussi protéger des agressions bactériologiques. Et ça, c'est important parce que les bactéries, la plupart sont plutôt nos amies. Il y en a certaines qui vont être un petit peu plus méchantes. Et le mucus, il permet aussi d'éviter que certaines bactéries puissent atteindre la muqueuse. Donc ça évite qu'elle soit effectivement abîmée ou fragilisée. Et ça, c'est super important parce que il y a pas mal de bactéries dans l'intestin qui, si elles sont juste là, mais qu'elles n'entrent pas en contact avec la muqueuse intestinale, elles ne posent pas de problème. Par contre, si elles commencent vraiment à être en contact avec la muqueuse intestinale et à venir l'abîmer, du coup l'irriter ou l'abîmer ou créer de l'inflammation, là, ça peut être compliqué. Donc Mhm. voilà, ce petit mucus, souvenez-vous de cette notion, c'est comme un petit airbag pour votre intestin Ouais, bah et tout votre système digestif d'ailleurs. voilà, c'est vraiment une barrière de protection. C'est ça, c'est vraiment ça. Et puis un deuxième rôle, ça va être un rôle d'accueil. Il faut savoir que le mucus, c'est vraiment aussi comme un nid douillet pour le microbiote. Donc vous voyez, le microbiote, il peut pas juste se balader comme ça, il a besoin de pouvoir s'implanter quelque part. Les bactéries, elles ont besoin d'un nid douillet pour pouvoir s'implanter et s'épanouir et se reproduire aussi. Ça permet aussi que les bonnes bactéries, elles puissent avoir un endroit où elles vont se sentir bien et elles vont pouvoir se reproduire. Donc ça, c'est super important aussi parce que s'il n'y a pas assez de mucus, bah, ça veut dire qu'il y a certaines bactéries qui pourront pas, du coup, être présentes et puis continuer à vivre parce qu'elles n'auront pas de petits nids douillets. Donc nos petites bactéries, du coup, si elles n'ont pas assez de mucus, elles sont un peu comme à la rue et du coup, elles n'ont pas ce nid douillet. Donc ça, c'est aussi super important parce que la qualité du mucus va aussi impacter la qualité du microbiote. Et ça, Mhm. on n'y pense pas forcément. Mhm. Euh, mais voilà, c'est vrai que souvent pour le microbiote, on a le réflexe probiotique, etc. Mais il faut déjà penser avant toute chose à son mucus parce que si on prend plein de probiotiques mais qu'on a un mucus qui est vraiment de mauvaise qualité, bah finalement, c'est pas que ça servira à rien, mais quand même pas loin, parce Mhm. que elles auront pas de petits nids douillets pour s'implanter.
Ouais. Donc Mais c'est voilà. vrai que c'est assez récent qu'on parle du mucus, on en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est tout à fait logique. Et moi, enfin, dans notre métier, on va toujours penser à pourquoi si. Quand on a tel symptôme, quand on a tel problème, on va toujours creuser pour trouver la cause profonde. Et même quand Ouais. on a trouvé la cause profonde, on croit l'avoir trouvée, on On se dit non, cherche mais encore. il y a encore une raison pour laquelle là, il y a un dysfonctionnement. Et on C'est va ça. toujours voilà, chercher les équilibres de micronutriments, les équilibres des systèmes voilà, hormonaux. Il y a toujours une raison. Et c'est vrai que pour le microbiote, au final, je vais pas dire que le mucus reste la finalité de la chose, mais en tout cas, c'est vrai qu'on y pense peu. Et quand il y a un dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, donc trop de mauvaises bactéries, pas assez de bonnes bactéries, on s'arrête, comme tu dis, bah, aux probiotiques. On essaye de comprendre, OK, on va réfléchir à la fonction digestive potentiellement. Est-ce que on sécrète assez d'acide chlorhydrique? Est-ce qu'on mastique suffisamment? Tout ça. Mhm. Mais au final, on passe très peu de temps sur le mucus et quand on y pense, la qualité, comme tu dis, la qualité du mucus égale qualité du microbiote. Dans le sens où le Tout microbiote, à les fait. bactéries ne peuvent pas vivre leur pleine vie à Exactement. laquelle elles sont destinées si on leur donne pas le nid douillet qu'il leur faut, si elles n'ont pas l'environnement. Elles ne vont pas survivre si elles n'ont pas l'environnement qu'il faut. Et aussi, au final, quand il y a un problème d'intestin poreux, donc ça c'est la paroi, la mucose intestinale, la paroi intestinale on va dire, qui a des micro-fissures, et bien Mhm. pareil, en fait, le mucus sert de protection à ça. Et donc, on a tendance à se dire, OK, intestin poreux, potentiellement des pathogènes, gluten, ci, ça. Mais non, mais il faut aussi penser au mucus. Donc, tout ça pour te dire que je suis encore plus contente qu'on parle de tout ça parce que tu me le rappelles aussi pour, pour moi et les personnes que je suis. Mais c'est vrai que le mucus, au final, c'est le avant et le après, quoi. Non, mais exactement. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, de dire c'est bien beau de prendre des probiotiques, etc. Mm, Mais si vous avez aucun logement pour ces petites bactéries, bah, en fait, elles vont pas rester. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, mais pourquoi j'avais pas entendu parler de ça ouais. avant? Et c'est vrai que du coup, voilà, il faut. D'où l'intérêt d'essayer de travailler dans l'ordre, effectivement, Mhm, et de pas juste se dire ah bah j'ai un problème de microbiote, je prends un petit probiotique et voilà. Donc comme tu dis, eh bien effectivement chercher la cause et mhm. puis aller voir si le terrain est favorable ou pas. Donc bien sûr que ça Ouais, ouais. il faut s'en occuper. Mhm, Donc et un autre rôle du mucus, c'est aussi un rôle nourricier. Donc c'est-à-dire que dans certains cas, notamment en cas de jeûne prolongé, donc si on se passe de nourriture pendant trop longtemps. Alors en général, c'est pas juste un petit jeûne si on fait le jeûne intermittent par exemple, qu'on s'arrête de manger pendant 14 ou 16 heures, normalement, il se produit pas ce phénomène-là. Mais si on fait un jeûne de un jour, 2 jours, 3 jours ou plus, effectivement, il peut se passer ce cas-là. Et c'est le cas aussi si on mange pas assez de fibres. Donc, si on a une alimentation qui est vraiment super déséquilibrée et qu'on mange pas assez de fibres, les fibres, c'est vraiment la nourriture première des bactéries. Donc, si elles n'ont pas assez de nourriture, eh bien, elles vont commencer à grignoter le mucus. Donc mhm, là, ça peut faire un peu peur. On peut se dire, oh là là, mais attends, au secours. Mes bactéries sont en train de grignoter mon mucus, mais en fait, c'est vraiment une espèce de fonctionnement d'équilibre comme ça. Donc, le mucus, il est aussi là pour ça. Alors, bien sûr, c'est censé être là en dépannage, hein. L'idée, c'est pas que les bactéries, elles mangent le mucus en permanence et que du coup, elles l'abîment, mais temporairement, il permet effectivement à beaucoup de bactéries de survivre. Donc, c'est-à-dire qu'elles mangent leur maison, mais bon, elles en sont un peu réduites à ça si effectivement, on leur apporte pas assez de nourriture. Et ça, c'est quand même important parce que ça peut arriver des cas. Déjà, si on fait un jeûne, ça peut être très bénéfique pour la santé, mais nos petites bactéries, il faut bien qu'elles continuent à manger. Donc, bah, en attendant qu'on recommence à manger des choses qui leur plaisent, elles vont manger le mucus. Et ça peut arriver aussi à un moment où on a une alimentation, même si de base on a une alimentation qui est plutôt équilibrée, qu'on mange beaucoup de fibres, il peut arriver des moments dans notre vie où on va pas pouvoir manger autant de fibres qu'on le souhaiterait, si on est en déplacement, etc. Et bah, au moins, le mucus, il sert un petit peu de nourriture tampon en attendant, comme ça, les bactéries, au moins, ça permet qu'elles puissent un petit peu survivre. Mais ça, c'est un rôle qui est un peu à double tranchant parce que si effectivement les bactéries mangent trop le mucus, bah, on tombe un peu dans l'effet inverse où du coup, il n'y a plus assez de mucus, il n'est pas mhm, assez protecteur, etc. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est utile dans certains cas, mais qui peut s'avérer aussi mhm. un peu dangereux, on va dire, si ça devenait trop conséquent. Donc Ouais. voilà, ça, il faut quand même y faire attention. Mais je vais en parler plus tard de ça, mais notamment avec le Akkermansia mucinifera,
que je ne sais jamais dire en Mucinifila. français. Mais en Muciniphilia, que je même ne temps, sais il a un jamais nom à dire en dormir dehors, français. hein. Ouais, mais tu m'as appris le nom français là cette semaine. Mais c'est vrai que c'est une bactérie qui se nourrit, elle, du mucus et son rôle premier est de dégrader et de garder le mucus propre. Et Ouais, donc, quand on fait des tests de prélèvement de sel, moi, il y a certains indicateurs, notamment cette bactérie-là, qu'on va regarder quand elle est en excès ou quand il y en a trop peu. Quand il n'y en a pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de couches de mucus. Quand elle est en excès, c'est que potentiellement aussi, il n'y a pas assez de couches de mucus. Mais surtout, c'est à cause du fait qu'il y ait une dysbiose et que du coup, en fait, elle est en train de grignoter et de se nourrir de ce mucus. Donc, c'est et ça. quand il y en a trop peu, c'est qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc, c'est intéressant de regarder aussi les profils de certaines petites bactéries qui ont ce rôle-là de petites femmes de ménage du mucus, quoi. C'est ça. C'est qu'à la fois, elle a un rôle de stimulation et de protection du mucus, mais en même temps, elle va le grignoter. Donc, effectivement, il faut qu'il y en ait suffisamment, mais pas trop non plus. Voilà, comme beaucoup de choses, il faut qu'il y ait un juste milieu parce que sinon, quand on va dans les extrêmes, bah, c'est pas bon. Mm, Donc, mm. ouais, ça, c'est. J'ai une personne qui pose une question, Anne-Sophie. Oui. Déjà, j'ai une personne qui a juste partagé qu'elle est concernée par ce problème de mucus découvert après le test génétique. Et Donc bah, du coup, j'espère que voilà, toute cette présentation va vous aider, Claudie. exactement. Et j'ai une autre personne qui dit, je trouve que je perds beaucoup de mucus. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Bah, moi, spontanément, je dirais que potentiellement, ça veut dire que la muqueuse est peut-être un peu trop fragilisée, irritée, et du coup, il peut y avoir aussi un phénomène de surproduction de mucus et d'évacuation de mucus. Souvent, ce qui Mhm, arrive aussi, par exemple, quand on attrape une infection intestinale ou qu'on a mangé quelque chose, une intoxication alimentaire, par exemple, souvent, ça va déclencher des diarrhées et dans ce cas-là, on va perdre beaucoup de mucus, puisque mhm, en fait, il y a un peu ce phénomène d'inflammation et d'évacuation où du coup, on va tout évacuer. C'est aussi pour ça on a mal au ventre en général, parce que du coup, on perd beaucoup de mucus et puis, bah, il y a quand même des choses qui vont venir agresser la muqueuse. mhm. Donc, du coup, peut-être voir effectivement si la muqueuse n'est pas trop inflammée, fragilisée. Voilà, il faut voir. Est-ce que déjà c'est bien du mucus? Parce que parfois aussi, on peut le confondre aussi avec d'autres choses. Voilà, il faut. Des parasites aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, Mm. oui, c'est ça. Donc, Moi c'est vrai que je le vois souvent quand il y a des cas d'inflammation, mais après, les cas d'inflammation peuvent être vraiment divers et variés, hein. Il peut y avoir plein de différentes causes. ouais, Et puis, on n'est pas médecin, donc on peut certainement pas diagnostiquer et surtout pas, voilà, juste avec tout ce à genre fait. d'infos. Mais en tout cas, oui, c'est clairement un signe d'inflammation. Euh, mais est-ce qu'il est possible, c'est une question que je te pose, Anne-Sophie, parce que moi je suis Mhm. pas du tout aussi calée sur le mucus que toi, est-ce qu'il est possible d'avoir une difficulté d'attachement du mucus à la paroi, donc qui en ait une trop forte production, certes, notamment quand il y a une infection ou une inflammation chronique. Mais Mhm. est-ce qu'il est possible de ne pas avoir d'infection, pas d'inflammation, mais que le mucus, au final, ne reste pas accroché, on va dire, à la paroi? Est-ce qu'il y C'est a une ce bonne genre de cas de question. figure? Alors, j'ai pas une réponse ferme sur ça, mais j'ai une théorie quand même, c'est qu'effectivement, sûrement, ce qui peut se passer, c'est quand le mucus n'a pas une bonne composition, Ouais. peut-être parce qu'il n'y a pas assez de protéines dedans, ou voilà, il peut y avoir pas mal de paramètres. Peut-être qu'effectivement, dans ce cas-là, il n'a pas la bonne composition pour vraiment jouer son rôle et donc s'accrocher à la muqueuse, et voilà. Mhm. Donc ça, Mhm. c'est possible, effectivement. Mhm. Ça peut. Voilà, il faut voir aussi la consommation effectivement de d'eau, de protéines, de tout ce dont le mucus effectivement a besoin. L'eau Mhm. aussi est importante, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais comme il est composé majoritairement d'eau, il faut aussi qu'on soit nous-mêmes suffisamment hydratés pour pouvoir produire aussi le mucus. Et d'ailleurs, on le voit aussi hein, quand on est déshydraté, les muqueuses sont les premières aussi à avoir vraiment cette sensation de déshydratation. Donc voilà, l'eau, elle est aussi hyper importante pour le mucus. Mhm. Donc ça peut effectivement, ma théorie ce serait ça. Après à vérifier, effectivement, j'ai pas une réponse ferme sur Ouais. ça. Je suis pas sûre, mais ça pourrait peut-être être à Mm. envisager. Mm. Ok, merci. Bon, je pense qu'on a répondu à la question. Tout à fait.
Du Ok. coup, donc par rapport à notre mucus, qu'est-ce qui se passe du coup si le mucus il est effectivement trop faible ou de mauvaise qualité? On a déjà un petit peu répondu, mais si on rentre un peu plus dans le détail, bah, déjà effectivement la muqueuse elle devient complètement vulnérable puisqu'elle n'a plus sa petite barrière de protection, elle n'a plus son petit airbag. Donc il y a notamment des risques de douleur, hein, comme on disait par exemple quand on a une infection intestinale, ou souvent on a vraiment mal au ventre, on sent qu'on a mal aux intestins, donc ça peut être aussi parce qu'il n'y a plus assez de mucus, même si en général il y a aussi bien sûr de l'inflammation et les deux sont souvent assez liés et puis et vont un peu ensemble. Il y a forcément donc un risque d'altération du rôle de barrière de la muqueuse, donc un risque d'hyperperméabilité, puisque bah, comme la muqueuse n'a plus cette petite protection, elle va potentiellement être plus agressée par, comme je le disais juste avant, par des agressions physiques, chimiques ou bactériennes. Donc, si elle est agressée, elle va potentiellement être abîmée, donc elle va moins bien pouvoir faire son rôle de d'habitude, hein, puisque bah, elle sera Le altérée. filtre. Mm. Donc voilà, donc potentiellement plus le rôle de filtre, et donc on peut avoir, c'est pas forcément une évidence, mais ça peut quand même fortement entraîner une hyperperméabilité, puisque la Mhm. muqueuse ne fonctionnant plus correctement, un de ses rôles quand même principaux à la muqueuse, c'est effectivement de faire un rôle de barrière. Donc là, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi être envisagé. Et puis globalement, une perturbation de la fonction digestive, puisque bah, s'il n'y a pas assez de mucus, de toute façon, la muqueuse ne pourra pas fonctionner correctement. Donc c'est toute la digestion qui est impactée. Donc ça, Mhm. c'est vraiment assez évident. Et puis, bah, comme on l'a dit un petit peu, le microbiote, il est impacté de toute façon, puisqu'il a plus sa petite maison et il a plus sa petite nourriture. Donc forcément, il y a certaines bactéries qui vont pas pouvoir s'implanter ni se nourrir, ni se reproduire. Donc déjà, ça, c'est problématique. D'autant plus qu'en général, les bactéries qui sont concernées par ce problème de ne pas avoir leur petite maison et leur nourriture, c'est souvent des bactéries bénéfiques qui elles-mêmes nous protègent. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, il y a une perte de l'effet protecteur de certaines bactéries, puisqu'il y a vraiment certaines bactéries qu'on a besoin d'avoir dans notre microbiote, parce qu'elles ont un rôle vraiment de protection. Donc elles-mêmes, elles vont empêcher que des virus puissent s'implanter, elles vont empêcher qu'il y ait des bactéries pro-inflammatoires qui puissent s'implanter. Elles vont vraiment être nos petits soldats, un petit peu les petits soldats du microbiote qui vont venir avoir un rôle protecteur, sauf que si on perd nos petits soldats, bah, du coup, le microbiote, il a beaucoup plus de chances d'être vraiment un peu dégradé. Mm. Donc voilà, déjà, Et à ça, j'ai envie de rajouter, parce on a un peu construit cette slide ensemble, et j'ai pas pensé à rajouter l'effet aussi que bah, certaines bactéries vont aider à digérer et vont absolument. aider à la synthétisation de certains micronutriments, de certaines vitamines, et donc potentiellement contribuer à des déséquilibres et des carences. Absolument, c'est un très bon point. C'est clair qu'effectivement, si le microbiote, du coup, il est complètement déséquilibré, il y a effectivement énormément de vitamines, même de neurotransmetteurs qui sont Mhm. sécrétés par le microbiote. Donc potentiellement, on peut aussi tout à fait se retrouver soit en carence de certaines vitamines, soit en carence de certains neurotransmetteurs. Et là, ça va Mhm. plus jouer sur la santé mentale, du coup. Donc ouais, c'est effectivement ouais, tout à Mm. fait un Mm. très bon point. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu plus du Et risque inflammatoire ou oui, tu alors du peux... coup, oui, je peux. Et surtout, ça se relie beaucoup. Ça, on va faire le lien à la fin entre les maladies auto-immunes, hein, en règle générale, et le fait d'avoir un bon mucus et chouchouter son mucus. Mais donc, on retrouve aussi un risque inflammatoire de par bah, le fait que la muqueuse, du coup, devienne vulnérable. Donc, il y a une agression de la muqueuse. Et donc, c'est là qu'on vient parler de ce leaky gut, mais au final, de cet intestin poreux qui va avoir un peu ce cercle vicieux inflammatoire où on va réagir d'emblée parce qu'il n'y a pas cette couche protectrice avant le système immunitaire. Donc, une fois que les aliments passent la lumière intestinale, donc passent cette paroi unicellulaire de l'intestin, il va tout de suite se retrouver face à notre système immunitaire qui va tout de suite réagir d'une manière assez forte, puisqu'il n'y a pas l'effet tampon que le mucus est censé faire avant et que les bactéries sont censées faire en amont de ça. Donc, Mhm. une inflammation qui va être accrue, et quand c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, puisqu'on mange tous les jours, plusieurs fois par jour, donc on est face à des agresseurs, des potentiels pathogènes, mais pas que. Parfois, ça peut être des molécules d'aliments hein, tout à fait sains, comme la Mhm. carotte, l'avocat, mais on va avoir une réaction
qui va être bah, du coup démesuré et donc qui va contribuer à cette inflammation chronique et par la suite contribuer à plusieurs choses qui peuvent engendrer à une auto-immunité. Et on va pas se rentrer là-dedans, il faudrait que je vous retrouve. Il y a un webinaire où on en parle de, comment on dit molecular mimicry en français. Là, ah zut. Oui, Ah, en plus, bref, on c'est en un a déjà parlé, mais je processus. crois Oui, oui, qu'on oui. n'a pas réussi à retrouver le nom en français. Bah si, si, je l'ai parce que j'ai fait un webinaire là-dessus, mais je l'ai plus en tête. Bref, donc il y a tout un tas de processus en fait qui vont rentrer en jeu quand il y a cette agression de la muqueuse et qui vont contribuer au fait que le corps va confondre certains pathogènes ou certaines protéines notamment pour nos propres cellules et donc va enclencher cette capacité qu'on appelle voilà, d'auto-immunité et donc d'attaquer ses propres cellules. Mais malheureusement, une fois que c'est Mm. enclenché, on peut le mettre en rémission, mais on ne peut pas désapprendre au corps Oui, de créer des anticorps contre soi-même. C'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de guérison, mais plutôt de rémission de maladies auto-immunes. On peut être en rémission à vie, on peut se sentir guéri, tout comme moi, mais en réalité, ça s'entretient. Bref, il y a aussi donc cette cause de dysbiose qui va contribuer à l'inflammation avec une augmentation des bactéries pro-inflammatoires. C'est vrai que les bactéries, les mauvaises bactéries ont plus de facilité à proliférer que les bonnes bactéries. Donc les bonnes bactéries ont beaucoup de travail, beaucoup de taf quand il y a des mauvaises bactéries qui prolifèrent parce qu'elles ont tendance à prendre le dessus beaucoup plus facilement. Pourquoi? Plusieurs raisons, notamment notre alimentation aussi aujourd'hui qui est beaucoup plus sucrée. Les mauvaises bactéries ont tendance à se nourrir plus du sucre que les bonnes bactéries. c'est clair. Voilà, elles sont moins dépendantes de bonnes choses, de fibres, elles sont moins dépendantes de ces choses-là. Mm, Ce qui fait que peut-être il y a 2000 ans ou plusieurs milliers d'années, c'était moins un problème, mais aujourd'hui, avec le nombre de sucre, d'amidon, de glucides qu'on a, c'est pour ça qu'on retrouve bah, plus souvent des dysbioses avec cette prolifération de mauvaises bactéries simplement parce qu'on leur donne à manger en fait. mm, mm. Donc c'est vrai qu'avec avec aussi cette dysbiose, eh ben, on va retrouver des bactéries qui vont être pro-inflammatoires et qui vont contribuer à cette inflammation et créer des petits terrains de guéguerre dans les intestins. On a aussi donc les pathogènes qui peuvent passer la paroi intestinale. Donc je vous ai parlé un petit peu de ça en parlant de l'intestin poreux, mais c'est vrai que quand on a donc plus ces effets tampons et plus ces couches protectrices, on n'a pas uniquement le risque de inflammatoire de protéines qui peuvent être tout à fait bénignes, mais auxquelles on va réagir d'une manière un petit peu exacerbée, mais aussi on va moins bien se protéger des pathogènes. Les pathogènes qui sont censés pas pouvoir passer ce filtre de la paroi intestinale vont pouvoir passer puisqu'il y a ces micro-fissures, puisqu'il y a ces ouvertures. Et donc là, c'est même pas une question du système immunitaire qui réagit de manière exacerbée ou pas, c'est juste simplement qu'elles sont pas censées arriver. Elles sont pas censées en fait arriver dans le sang. Et donc, on va retrouver des pathogènes qui vont créer beaucoup, beaucoup de soucis et de problèmes inflammatoires, pas que digestifs, des problèmes inflammatoires vraiment partout, partout dans le Mm, corps. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, quand il y a un mucus qui est pas de bonne qualité ou en trop, trop petite quantité, c'est là qu'on va voir développer des hypersensibilités alimentaires. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans ces hypersensibilités, mais c'est vrai que le mucus en est un gros facteur. Et donc, souvent, c'est des gens qui, quand on fait les tests, on récupère une liste assez conséquente d'hypersensibilité alimentaire. Ça ne veut pas dire que ces aliments, on doit les éliminer à vie. En tout cas, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Je les élimine que pendant qu'on travaille sur la santé intestinale, donc c'est-à-dire que on va retirer tout ce qui va venir agresser. On va retirer les agresseurs pour donner un petit temps de repos au système digestif, travailler sur tout ce qu'il faut, rééquilibrer, réenseminer, et tout ça. Et ensuite, on peut réintroduire petit à petit les aliments. Il y a deux grosses catégories, surtout pour les maladies auto-immunes, qui restent le gluten. Ça va pas faire plaisir à certains d'entre vous, mais ça reste le mm. gluten et les produits laitiers qui, Ouais. eux, très souvent, on ne peut pas réintroduire. Il y a beaucoup de mécanismes très complexes avec le gluten. On a fait une vidéo avec une collègue, Jan Steele, sur ce sujet.
Mhm. qui s'appelle Le gluten est-il l'ennemi juré des maladies auto-immunes? Euh, Super titre. Mais voilà, je vous invite à aller voir ça pour avoir un petit peu plus. Ah, merci, il y a quelqu'un qui m'a... Mimétisme moléculaire. Quelqu'un dans le chat qui m'a dit, qui m'a donné la Parfait, traduction. Voilà, mimétisme moléculaire. Et d'ailleurs, c'est dans parfait. le gluten, dans le webinaire du gluten, on en parle, pas que, mais dans le webinaire du gluten, on explique toute cette fonctionnalité. Trop Euh, bien. Et coucou à voilà. Virginie, qui est une de mes clientes de ma Ah, formation. trop chouette. Trop chouette de te retrouver là. Ouais. Et oui, je voulais rajouter un truc que j'explique souvent moi à mes Ouais. clients, c'est que quand j'avais, pareil, quand j'avais appris ce concept, ça m'avait un peu fascinée. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est évident. En fait, c'est vrai que j'explique souvent que quand on mange quelque chose, on a l'impression que du coup, c'est rentré dans notre corps, alors que finalement, techniquement, c'est encore à l'extérieur, puisque le système digestif et la muqueuse, notamment intestinale, est vraiment la barrière entre l'extérieur du corps et l'intérieur du corps. Parce qu'on se rend bien compte, par exemple, quand on mange quelque chose qui finalement ne se mange pas, comme par exemple une pièce de monnaie, hein, ça nous est a beaucoup arrivé quand on était enfant. Je pense qu'on a tous plus ou moins mangé des trucs, en tout cas, qui ne se digéraient pas. Et bien finalement, on le retrouve en fait dans les selles. Donc c'est-à-dire qu'il a transité à travers le corps, mais il n'est pas rentré dans le corps finalement. Il n'est pas Mhm. rentré dans la circulation sanguine. Voilà. Donc c'est vrai que cette notion, elle est importante parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a des choses qui, du coup, devraient effectivement ne faire que transiter dans le corps et ne pas passer dans la circulation sanguine. Mhm. Et quand il y a une hyperperméabilité, bah, effectivement, là, voilà, ça a tendance effectivement à laisser passer des choses qui devraient pas, qui devraient finalement rester à l'extérieur, entre guillemets, et qui devraient pas, voilà, parce qu'on parle bien du tube digestif, effectivement, c'est un tube, hein, finalement, hein, qui commence Mhm. à la bouche, qui finit par l'anus, mais en fait, Mhm. voilà, techniquement, ça reste à l'extérieur de nous, et il ne devrait passer que ce qui nous est bénéfique et ce dont on a besoin, et c'est pour ça qu'on filtre beaucoup, ce Voilà. qui doit rentrer. Et quand il y a des choses Mhm. qui rentrent et qui ne devraient pas, bah, c'est là où effectivement le système immunitaire se dit, mais non, non, tu n'as rien à faire là, toi. Oui, Et bah donc, oui. ça peut engendrer des problèmes. À Donc, condition aussi qu'on digère bien. Parce que absolument, on dit oui. très souvent, il y a une phrase en anglais qui se traduit très bien, c'est You are what you eat. Donc vous Mhm. êtes ce que vous mangez. Mais je dis toujours, en réalité, vous n'êtes pas forcément ce Non, que vous mangez, vous êtes ce que vous digérez. Parce que exactement. tu peux manger tout ce que tu veux, toutes les fibres que tu veux, tous les fruits que tu veux, toutes les bonnes choses, si tu digères pas, eh ben, les micronutriments, ils vont Exactement. jamais, Ils vont juste jamais, transiter, mais ils vont pas rentrer voilà. effectivement dans la circulation sanguine. Donc, oui, c'est un point important aussi. Ouais, ouais. Il y a une question qui est super intéressante, mais je vais y répondre, Marie, à la fin, parce que ça ne concerne pas la slide actuelle, mais c'est une question très intéressante et on va vous répondre. Top. Du coup, on peut se demander effectivement bah, qu'est-ce qui peut influencer la qualité du mucus. Donc, on va reparler après de cette fameuse histoire génétique, mais avant ça, il y a déjà des choses très concrètes au quotidien qui peuvent influencer en tout cas la qualité du mucus. Et donc, premièrement, il y a un stress chronique. Et donc là, je sais, vous allez sûrement vous dire, oh, encore cette histoire de stress, on nous la ressort à toutes les sauces. C'est vrai qu'en général, quand on a des problèmes de ventre, on a tellement entendu, ah, mais c'est le stress qu'on on peut plus entendre ça. Malheureusement, c'est quand même une réalité. En fait, Mm. pour rendre les choses très concrètes, parce que c'est un peu facile de dire, oui, bah, le stress, ça impacte la digestion. Oui, mais comment en fait? Et en fait, il se trouve qu'en cas de stress vraiment de stress chronique, donc c'est-à-dire pas forcément un stress ponctuel qui nous sera nécessaire, parce que le stress n'est pas toujours à diaboliser, hein. Le stress, c'est quand même ce qui nous maintient en vie, ce qui nous a permis d'évoluer, de nous protéger, etc. Mais là, on parle vraiment d'un stress chronique, ou voilà, quand vous êtes stressé au quotidien ou presque. Et bien dans ces cas-là, le corps va mettre en place pas mal de mécanismes qui à la base sont pas censés nous faire du mal parce qu'ils sont censés être vraiment très ponctuels. Mais quand ça commence à se répéter, c'est là où ça devient problématique. Et notamment, il va sécréter ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires et des sérines protéases. Alors, c'est des noms un peu barbares, mais tout ça pour dire que c'est des choses qui vont venir vraiment dégrader le mucus. Ça va vraiment impacter la composition du mucus. Ça va venir vraiment le grignoter. Donc, voilà, tout simplement.
quand on est stressé de manière chronique, on a moins de bons mucus. Et donc, c'est pour ça que notamment, on a mal au ventre quand on est stressé. Et notamment, on a parfois mal à l'estomac. Vous savez, quand on est trop stressé, on a mal à l'estomac, voire parfois certaines personnes développent carrément des ulcères. Alors, dans la mécanique d'un ulcère, il y a pas mal de choses qui entrent en compte, mais il y a notamment le fait que le mucus devient de moins bonne qualité. Donc, la muqueuse de l'estomac n'est plus protégée par l'acide chlorhydrique. Donc, ça fait mal au ventre. Ça fait mal à l'estomac pour le coup. Mm. Donc ça, c'est un point qui est important parce que j'espère que ça vous aide à mieux comprendre le mécanisme. En fait, je veux pas juste dire oui, le stress est mauvais pour la digestion. Bah, vraiment, très concrètement, le stress va avoir tendance à grignoter votre Mm. mucus de manière un peu indirecte. Donc ça, c'est quand même pas génial et ça vous explique aussi un peu pourquoi bah, quand on a mal au ventre, souvent, enfin quand on est stressé, on a mal au ventre. Et inversement d'ailleurs, Mm. parfois. Oui, mais c'est bien que tu l'expliques parce que c'est pas stress dans le sens où c'est dans votre tête. Parce que Non, du c'est tout. souvent, on sort voilà, de chez le médecin et on dit, oh, c'est le stress, c'est dans votre tête. Non, c'est pas ça. Exactement. Non, Oui, pas c'est du tout. peut-être le stress, mais c'est pas dans la tête. On n'est pas en train de s'inventer des symptômes. C'est ça. C'est que vraiment concrètement, il se passe des choses dans le corps qui font que le stress va vraiment impacter la digestion. Effectivement, c'est pas juste dans votre tête. Il suffit pas juste de vous détendre un petit peu. Mhm. Voilà, il faut effectivement aller voilà, travailler là sur la cause, mais au moins vous savez un petit peu ce qui se passe concrètement. Donc déjà, il y a le stress et puis il y a aussi certains médicaments, donc notamment les anti-inflammatoires, qui permettent à la fois de diminuer l'inflammation, mais en fait, il faut savoir qu'ils diminuent aussi la quantité de mucus produit. Tout simplement parce qu'en fait, là, c'est vraiment une question de biochimie, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, il y a deux voies, il y a la voie de l'inflammation et la voie du mucus qui se croisent à un moment. Et en fait, bah, les anti-inflammatoires vont désactiver une de ces voies, donc la voie de l'inflammation, mais ça va aussi impacter finalement la quantité de mucus. Et c'est aussi pour ça que souvent les anti-inflammatoires, on nous recommande de ne pas les prendre l'estomac vide. Et parfois, on nous donne aussi des choses, un petit peu des pansements de l'estomac, parce qu'il arrive que quand on prend des anti-inflammatoires, il arrive souvent qu'on se retrouve avec mal à l'estomac notamment. Eh bien, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'en fait, vraiment, mécaniquement, biochimiquement, là, il se passe quelque chose qui fait que certains médicaments vont diminuer la qualité du mucus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais prendre de médicaments. Et voilà, bien sûr, je ne suis pas du tout là pour vous dire ça, mais au moins, vous savez un petit peu ce qui se passe. Et donc, ça permet aussi d'essayer d'être un peu plus dans la prévention aussi pour éviter justement de se retrouver avec des problèmes si on doit prendre des anti-inflammatoires pour X raisons. Donc ça, c'est quand même important Ouais. et on va voir après justement ce qu'on peut faire pour un petit peu stimuler justement la bonne qualité du mucus et ce sera notamment important si vous êtes dans ces cas-là. Mm. Donc, Oui, et puis la dernière chose, c'est aussi la dysbiose. Bon, on en a beaucoup parlé juste avant, j'avais pris un petit peu d'avance, mais notamment avec le Akkermansia, où il y a certaines bactéries qui sont chargées de la qualité du mucus et d'avoir de clean out, comment on dit, de faire un ménage de nettoyer. printemps, de nettoyer ce mucus et de faire en sorte qu'il soit de bonne qualité. Et il y a plusieurs bactéries qui roulent, qui jouent ce rôle crucial. Et c'est vrai que c'est intéressant de regarder parfois au prélèvement de sel euh, les, les bactéries qui sont en rapport avec ça pour mieux comprendre la qualité du mucus qu'il y a. Est-ce qu'il y en a trop, pas assez? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Et donc c'est vrai qu'on peut retrouver un mucus plus fin dans ces cas de figure quand il y a un trop peu de ces bonnes bactéries. Mhm, tout à Voilà, fait. j'avance un petit peu parce que je sais il va y avoir des questions à la fin. Et du coup, on arrive à ce fameux gène FUT2 dont on a un petit peu parlé en introduction. On vous parlait de l'importance génétique par rapport à ce mucus. Et moi, c'est vraiment quand j'ai découvert ça que ça a complètement changé ma vie, littéralement. Mm. Pour essayer de vous la faire très simple, parce qu'on va pas rentrer dans la génétique et les histoires compliquées. Mais il se trouve simplement qu'on a un gène qui s'appelle le gène FUT2. C'est son petit nom. Et lui, en fait, il permet de fabriquer du fucosylactose. Et si vous vous souvenez, je vous en ai parlé au tout début de ce fameux fucosylactose, puisque c'est un glucide qui rentre dans la composition du mucus, justement. Donc ce fucosylactose, il est hyper important. Et il se trouve que en fait, notre gène FUT2, c'est un peu, il a la recette de cuisine et il va donner la recette au corps qui va lui-même fabriquer du fucosylactose. Je simplifie, mais voilà, clairement, c'est à peu près ça. Et il se trouve qu'il y a des possibilités de mutation sur le gène FUT2. Alors, le mot mutation peut faire un peu peur, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est grave ou que voilà, c'est simplement que le gène, il va être un petit peu différent des autres, tout simplement. Et il faut savoir qu'il y a 20% de la population
qui ne fabrique pas correctement son fucosyl lactose, c'est-à-dire qui est concerné par ces petites mutations sur le gène FUT2. Et comme on parlait un petit peu en introduction, pour chaque gène, en fait, on a deux versions. On a tous deux versions. C'est pour ça qu'on disait notamment par rapport au fait d'avoir les yeux bleus, par exemple, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les deux versions du gène des yeux bleus. Bah, là, c'est un petit peu pareil pour le FUT2. Comme on a deux versions du gène, il peut y avoir soit les deux versions qui sont mutées. Donc là, par exemple, c'est mon cas et c'est le cas de 20% de la population, ce qui est quand même beaucoup, hein, finalement, 20%. Donc là, ça veut dire qu'on sécrète un mucus de moins bonne qualité. Et il peut y avoir une mutation sur une seule des versions du gène ou alors sur aucune des deux. Donc ça, voilà, c'est un peu les trois profils différents. Mhm. Celui qui sera le plus problématique, entre guillemets, c'est effectivement celui qui a les deux mutations. C'est ce qu'on appelle le profil non sécréteur, tout simplement parce qu'effectivement, on ne sécrète pas suffisamment de mucus de qualité. Est-ce que ton Donc approche est ça, la même pour une personne qui a que une version? c'est une bonne question. Au début, moi, quand j'ai commencé à me former sur ça, on nous disait il faut s'occuper que de ceux qui ont les deux versions mutées. Sauf que finalement, plus je me forme à ça et plus moi-même je l'expérimente avec les personnes que j'accompagne, plus je me rends compte que les personnes qui ont une version mutée, une seule sur les deux, il y a certaines personnes dans ce cas-là qui vont pas du tout avoir de problème de digestion, pas du tout de problématiques liées au mucus, et il y en a quand même pas mal qui quand même ont l'air de manifester ces problèmes-là. Donc dans ces cas-là, l'avantage c'est que le fucosyl lactose, donc on peut donner en supplémentation, il n'est pas dangereux. Donc si on le prend et que on n'en a pas besoin, ça fait rien en fait, c'est pas grave, c'est pas, il Mhm. n'y a pas de risque de surdosage. Donc dans ces cas-là, en général, les personnes qui sont profils mixtes, on va dire, c'est-à-dire qui ont une mutation sur un seul des gènes, selon leurs symptômes et selon les situations aussi. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a une seule mutation, mais par contre elle est hyper stressée, et vous vous souvenez, on vient d'expliquer que le stress, ça agissait quand même sur le mucus, bah là je vais quand même avoir tendance à soit lui donner du fucosyl lactose ou travailler sur en tout cas la qualité du mucus. Ça va être moins systématique que les gens qui sont profils non sécréteurs, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Mhm. Donc voilà. Ok. Et même quelqu'un qui n'a pas du tout de mutation, en cas de stress chronique, par exemple, en cas de prise de médicaments ou en cas de dysbiose, peut quand même avoir des problématiques de mucus. Donc, Bien sûr. c'est pour ça que c'est quand même important. Faut pas juste se dire, ah bah, moi, je fais pas partie des 20%, donc je m'occupe pas de mon mucus. Non, puisque, effectivement, on peut quand même avoir des Mhm. problématiques de mucus de mauvaise qualité. Oui, Mais ces c'est juste 20% ont que, une prédisposition à, et on c'est ça, sait qu'ils vont avoir tendance à moins produire de mucus, mais ça ne veut pas dire que tous les exactement. autres sont sortis de fer. C'est Ouais. ça. Malheureusement, non. Ce serait Ouais. bien de pouvoir dire que 80% de la population est tranquille par rapport à ça, mais Ouais. non, c'est juste qu'effectivement, là, il y a 20% où on part quand même avec un petit handicap sur ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Et ce test, donc c'est un test génétique, effectivement. Donc là, il y a vraiment, au laboratoire, ils vont aller voir dans votre génome ce que vous avez. Ils vont aller voir ce fameux gène. Mhm. Donc l'avantage, c'est que c'est un test qui est non invasif, c'est vraiment un test génétique, donc ils ont juste besoin d'une petite quantité de cellules. Donc soit il y a deux façons de faire, il y a soit un test sanguin, où ils vont aller voir du coup dans votre ADN au niveau sanguin, ou vous frottez un écouvillon qui est comme un gros coton-tige à l'intérieur de la joue. Donc pour le coup, c'est un test qui est pas du tout compliqué à faire, voilà, qui est Mhm. très simple au niveau logistique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un test qui est à faire une seule fois, puisque c'est un test génétique. Donc c'est pas quelque chose qui va changer. Ça sert à rien de refaire le test dans 6 mois en se disant est-ce que ça a changé? Non, Mhm. le gène, voilà, nos gènes ne changent pas. Donc voilà, vous le faites une fois. Selon les endroits, je sais qu'ils coûtent à peu près dans les 70 euros. Je vous dis ça, bon, selon les labos, ça peut changer, en tout cas en France. Mais voilà, globalement, c'est à peu près ça. Donc voilà, globalement au niveau du test. Et effectivement, s'il y a une mutation sur le gène, donc sur les deux versions du gène, si vous êtes profil non sécréteur, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. La moins bonne nouvelle, c'est que la solution principale pour l'instant, c'est de se supplémenter en fucosyl-lactose, mais dans ce cas-là, c'est à faire à vie, Mhm. puisque les gènes ne vont pas changer. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose sur lequel on peut revenir. En tout cas, pour l'instant, peut-être que dans quelques années, on pourra modifier tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu une bonne nouvelle dans le sens où moi, personnellement, quand j'ai commencé à prendre du fucosyl-lactose, ça a vraiment changé ma digestion du tout au tout. La moins bonne nouvelle, c'est qu'à priori, en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à faire à vie. Donc voilà, Mhm. ça c'est le côté un peu moins rigolo. Après, on n'est pas obligé du tout,
puisque on va pas, voilà, c'est pas quelque chose de grave, on risque pas d'en mourir, ou voilà. Mais Mhm. si on a tendance à avoir des problèmes digestifs et ou une maladie auto-immune, c'est quand même mieux effectivement Ouais. d'aider notre corps en lui apportant ce qui lui manque pour pouvoir effectivement sécréter un bon mucus. Mais on va en parler après, mais il y a aussi plein de choses d'un point de vue alimentaire qu'on peut faire. Tout à fait. Si on n'a pas envie de dépendre uniquement de compléments, on peut se faire des cures de temps en temps de compléments, et puis et le Absolument. reste du temps avoir des bonnes habitudes alimentaires pour venir nourrir son mucus. Oui, tout à fait. Et ça dépendra tellement des personnes qu'effectivement, il faut tester. Et moi, je suis plutôt d'accord dans l'idée de dire, voilà, j'aime pas trop l'idée de me dire que je dépends d'un complément alimentaire. Effectivement, Mm. si je l'ai plus ou s'il est en rupture, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, effectivement, les choses qu'on peut faire à côté sont hyper importantes. Et le mieux, c'est de tester un peu par soi-même et d'ajuster en fonction de nos ressentis, en fonction de certains moments de vie aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes réactions au cours de notre vie, selon les Mhm. situations dans lesquelles on se trouve. Donc voilà, c'est Oui, aussi, ouais, exactement. Oui, on a tous des saisons différentes dans notre vie. tout à Donc, fait. ouais. Bah, et on va en parler justement. Je me permets Ah non, mais attends. Ouais, il restait juste un point sur les symptômes qui Oui, c'est peuvent ça. faire penser à un manque de mucus. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez un de ces symptômes, vous êtes forcément profil non sécréteur. Mhm. Mais c'est vrai que moi, si par exemple un client ou une cliente me dit j'ai tout le temps les muqueuses sèches, donc les yeux, la bouche, le vagin aussi, hein, il peut y avoir aussi des sécheresses vaginales qui peuvent Ouais. être dues à ça. Ça peut être dû à autre chose, mais il peut y avoir ça. Donc vraiment quelqu'un qui me dit ah, j'ai tout le temps les yeux secs, la bouche sèche, voilà. Déjà, je me dis, tiens donc, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Des symptômes digestifs depuis l'enfance pour lesquels on ne trouve pas de solution, par exemple, ça c'était clairement mon cas. Ça peut Mhm. être plein d'autres choses aussi, hein, mais ça peut quand même nous mettre sur la piste. Quelqu'un qui a aussi souvent des brûlures d'estomac, puisque bah, potentiellement ça veut dire qu'il n'y a pas assez de mucus et que donc ça commence un peu à attaquer la muqueuse de l'estomac. Et puis aussi des infections à répétition qui concernent les muqueuses, par exemple des cystites, des gingivites, vous voyez, des choses comme ça. Quelqu'un qui me dit j'ai tout le temps des cystites ou j'ai tout le temps des gingivites ou d'autres choses qui concernent les muqueuses. Bon, forcément, il y aura un souci potentiellement au niveau du système immunitaire, mais déjà, je peux me dire, est-ce qu'il y a un bon mucus? Est-ce qu'il fait bien son rôle de protection? Voilà, Mhm. c'est des choses qui peuvent mettre un petit peu sur la voie. Ouais. Bah justement, on a deux questions à ce propos. Claudie qui dit, je prends du méthafucose et de Akkermansia. Que Mhm. pensez-vous de cette combinaison? Euh, Alors, je connais pas le métafucose, mais j'imagine que ça doit être à base de fucosyl-lactose, oui, j'imagine. vu le nom. Donc, pourquoi pas? Oui, Claudie Oui. me confirme effectivement. Pourquoi pas? La combinaison peut être bonne. Après, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas assez d'Akkermansia? Ou voilà, c'est Voilà. ça qu'il faudrait voir. Parce que comme tu l'as dit, Laurent, s'il y a trop déjà d'Akkermansia, Mm. ça risque au contraire d'aggraver un petit peu les choses. Donc, ça dépend bien sûr Mm. Moi, je du complémente contexte. jamais sans avoir fait des tests pour la Ouais. Akkermansia parce que oui, on veut pas tomber aussi dans un surdosage. Donc Mm. bon, peut-être se faire une cure, voir comment la personne se sent. Bon, pourquoi pas, mais on avance un peu à la devinette, quoi. Autant le Donc fucosyl-lactose, il n'y a pas trop de risque à en prendre voilà. sans avoir fait le test. Au pire, ça fait Ouais, rien. Ou au pire, ça peut être un petit peu difficile à digérer chez certaines personnes, parce que il peut rentrer dans la catégorie des FODMAP. Autant pour la Carmentia, effectivement, ouais, je suis assez d'accord avec toi de ouais. peut-être pas en prendre trop ou trop longtemps sans avoir fait une analyse auparavant. Oui, oui, oui. Et puis bon, après, faut aussi se fier à ses symptômes. Donc, si on a fait la cure, on sent qu'on se sent beaucoup mieux et qu'il y a eu vraiment des grosses améliorations. Bon, après, avec le métafucose, ça peut aussi venir jouer dans la balance. Oui, c'est ça. Mais ouais, pourquoi pas. Euh, j'ai envie de dire, pour l'Akkermansia, je sais pas le dire, Akkermansia, Mm. il faut aussi savoir qu'il y a des petites choses qu'elle aime bien manger et qui viennent la nourrir, comme tout ce qui est les polyphénols de couleur rouge, violette, donc tout ce qui va être grenade, cranberry, betterave, ce genre de choses. Bon, surtout la grenade, elle aime beaucoup la grenade, donc on peut venir aussi rajouter ça dans son alimentation pour la nourrir et sans forcément avoir besoin de complémenter. Voilà. Mhm.
Euh, Quelle est l'analyse pour l'Akkermansia? Alors, je sais pas si toi, tu as une meilleure réponse que moi, parce que c'est vrai que moi, je suis pas implantée en France comme toi, tu l'es, mais moi, j'utilise un test de prélèvement de sel qui s'appelle le Mhm. GI-MAP, qui est un test très complet d'un laboratoire américain. Heureusement, il y a un laboratoire au Danemark qui livre, enfin qui s'occupe de faire le lien entre le laboratoire américain et toute l'Europe. Donc, on peut faire ce test dans toute l'Europe. Ils envoient le colis chez vous. Vous faites votre prélèvement chez vous. C'est pas le moment le plus glamour de votre vie. Mais vous faites ce prélèvement et puis ensuite, et ensuite vous renvoyez ça au laboratoire. Bon, malheureusement, c'est très coûteux, surtout pour la France. Du coup, il est plus cher en France qu'aux US. C'est dans les 400 euros. Mais ça Mhm. ne teste pas que la Akkermansia. Peut-être qu'avec votre Mhm. médecin, votre gastro-entérologue, vous pouvez en discuter. Ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui soit remboursé par la Sécu. C'est beaucoup trop niche Non, et c'est pas du tout remboursé, ouais. ça A rentre dans la priori, prévention. ouais, malheureusement, ouais. Ouais. Donc, pour moi, il faut travailler avec un coach en naturopathe ou quelqu'un de formé en santé intestinale, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. effectivement, moi, en général, j'utilise des analyses de sel, donc analyse de microbiote, parce qu'on n'a pas trop le GI map en France, effectivement. Moi, je ne Ouais. connaissais pas du tout avant que tu m'en parles, et c'est vrai que ça a l'air Ouais. très bien, mais nous, en France, on n'a pas trop ça. Mais heureusement, il y a pas mal de labos qui font des analyses de microbiote, dont l'analyse, du coup, il n'y a pas que Akkermansia mucinifila, mais il y a Oui, tout tu plein de fais tout. bactéries, mais voilà, mais il y a effectivement Oui. aussi, ouais. Parce qu'aucun intérêt de connaître juste ces valeurs de taux Non, de, voilà, de une c'est un peu bactérie. dommage. Il Ouais, faut c'est regarder, clair. voilà, faut regarder sa globalité parce qu'on veut regarder aussi les ratios. Il y a beaucoup d'importance entre les ratios entre certaines catégories de bactéries. Enfin, voilà, il y a Exactement. tout un tas de choses. Mais moi, le Ouais, GMA, je le fais, hein, je le fais en France, mais c'est compliqué. Disons, ouais. pas tous les praticiens le connaissent et sont formés à ça. Oui, Et aussi, ouais. il y a d'autres solutions, quoi. Mais voilà. Une autre personne, je fais vite parce qu'on a déjà passé 1 heure, mais bon, on va répondre à vos questions, hein. Les laboratoires classiques proposent-ils ce test? Je pense que cette personne parle Non, du par génétique. rapport au FUT2, Oui. non. Moi, je travaille beaucoup avec des laboratoires belges parce qu'ils sont très en Mhm, avance sur tout mhm. ça par rapport à nous. Je sais que dans certaines villes, le laboratoire SYNLAB, certains laboratoires SYNLAB le font, ce test. Le laboratoire Barbier aussi, enfin anciennement Barbier, je crois qu'il a changé de nom. Ah bon? Et certains laboratoires, oui, je crois, et certains laboratoires qu'on appelle les laboratoires réunis. Donc voilà, il y a certains laboratoires qui le font en France, Mhm, mais pas malheureusement pas trop les laboratoires de quartier classiques auxquels on va mhm. faire une analyse de sang. Et souvent, enfin même toujours, c'est pas remboursé par la sécurité Ouais. sociale. Il faut faire voilà, faire ces Mais de toute tests façon, j'ai soi-même. envie de dire, quand on fait des tests, il n'y a pas grand intérêt à se lancer un petit peu tout seul, à faire tout un Sans tas de savoir tests, l'interpréter, sans ouais. ça. Voilà, donc il faut vraiment Ouais. faire des tests, enfin, faire des tests quand c'est conseillé par la personne qui vous suit. Trouver un Qui praticien pourra vous aider, ouais, voilà, à qui vous convient, qui l'interpréter. pourra vous Mm. aider, qui pourra faire un suivi, vous accompagner et ensuite vous conseiller sur quel test faire, parce que Mm. peut-être que vous allez mettre votre argent dans un test qui au final n'avait pas grand intérêt. C'est vrai. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des gens qui ont fait plusieurs tests et qui viennent me voir et disent j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je suis là, ah, ouais, mais bon, du coup, vous avez Ben dépensé que 100 oui. euros, mais il faut refaire un autre test parce que celui-là. Et en fait, voilà, vaut mieux être Ouais, suivi. ouais, c'est Je clair. vous le conseille. J'ai Frédéric qui dit j'ai un goudreau, comment faire la différence? Je pense que c'est par rapport aux sécheresses des muqueuses que cette Ah, personne bah là, le c'est seul ça. moyen, c'est de faire le test pour Voilà, savoir. Parce voilà. qu'effectivement, ouais, là, Là, on peut pas. Ouais, on peut pas ouais. savoir. Ok. Comment s'appelle le test microbiote en France? Je pense qu'on a répondu. Olivia, il n'y a pas qu'un test, mais moi, le test que j'utilise, c'est le GI Map, mais il y a plein de tests de En laboratoire France, il différents. s'appelle analyse du microbiote. Enfin, Oui, ça dépend analyse. des labos, hein, mais, Ouais. mais Mais globalement, oui, c'est ça. ouais, Mm. laboratoire Barbier, notamment en France. Ouais. Comment entretenir son mucus par l'alimentation? On va y venir, Claudie. Donc, pour faire le petit lien, donc on a abordé tous ces sujets-là. C'est juste si vous vous posez encore la question de, OK, on parle du mucus, mais concrètement, pourquoi moi ça me concerne, qui est une maladie auto-immune? On sait que ça va contribuer à un intestin poreux, qui est le nid de toutes les maladies auto-immunes. Au final, on se rend compte que
peu importe quelle maladie, il y a plus de 130 différentes maladies auto-immunes, peu importe la maladie auto-immune, il y a des choses quand même qui sont en commun pour toutes, notamment l'intestin poreux. En tout cas, dans la littérature scientifique, chez les personnes qu'on a testées qui ont différentes maladies auto-immunes, on n'a pas testé les 130, mais c'est vrai qu'on retrouve cet intestin poreux. Mhm. Et donc, on a envie de venir remédier à ça en premier et donc de travailler sur la muqueuse et sur le mucus et sur le microbiote. Et donc, tout va être impacté au final. Donc, on commence toujours par la santé intestinale. Et en plus, il y a une question là-dedans dans le chat, on va y venir. Mais c'est vrai qu'on commence toujours par la santé intestinale parce que c'est là que ça commence. Et ensuite, on va travailler sur le système immunitaire, le système, parce il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais il y a plusieurs causes profondes. Il peut y avoir aussi des problèmes de mycotoxicité, il peut y avoir des problèmes de métaux lourds, de problèmes de surcharge, de toxines. Donc, mais on peut pas faire tout ça sans avoir travaillé sur la santé intestinale et Mhm. l'intestin poreux, l'hyperperméabilité, perméabilité intestinale. Donc, c'est là vraiment où on fait le lien et donc on en a parlé, mais c'est vrai que ça contribue à cette inflammation chronique et sans avoir cette protection des pathogènes, des réactions immunitaires aux aliments, mais pas que, et donc cette dysbiose. Voilà. Mm. Donc, nos petites astuces pour un bon mucus, donc on a certains aliments, donc notamment les mucilages, Tout à fait. qui sont des aliments qui vont venir aider à nourrir, mais aussi à tapisser cette paroi et va venir nourrir donc le mucus, notamment les graines de lin, de chia, le psyllium, le fenugrec. Alors, okra, dans certaines parties du monde, on dit okra, mais en français, je crois qu'on connaît ça sous le nom de gombo, qui Mhm. sont des petits, j'adore, qui sont des petits légumes verts africains. Plus on les cuisine et plus ils sont un petit peu visqueux, mais c'est normal, c'est censé être visqueux. Faut se dire que c'est ça qui va venir nourrir un petit peu tout ça. L'aloe vera, attention avec l'aloe vera, ne pas en abuser, puisque Ouais. il peut y avoir aussi un système de déclenchement ou de contribution au déclenchement auto-immunitaire avec l'aloe vera. Donc, c'est comme tout, il faut aussi peser les pour et les contre. C'est vrai que ça va venir aider, tapisser et calmer un petit peu toute cette inflammation, mais il peut y avoir euh, quelque chose d'un point de vue immunitaire qui rentre en jeu. Donc moi, la levra, j'y fais attention. Voilà. En tout cas, plein de choses comme ça que vous pouvez rajouter. C'est vrai que là-dedans, j'ai pas rajouté donc tout ce qui est polyphénol Mhm. rouge avec surtout la grenade pour nourrir la Akkermansia. Mais vous pouvez aussi rajouter toutes ces bonnes choses-là. Et ensuite, en termes de compléments alimentaires, ce qui va venir aussi en plus du fucosilactose, l'acide butyrique, qui est un acide gras à chaîne courte, qui normalement est produit par vos bactéries, mais quand il y a une dysbiose, eh ben, il n'y a pas forcément les bonnes quantités des bonnes bactéries, et donc on va avoir une déficience en acide butyrique. Donc on va venir complémenter avec ça. Les immunoglobulines, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas trop sur le marché français. Moi, Non. j'utilise énormément avec mes clients, moi aussi pour moi et toute ma famille. C'est vrai que ça, dans plein de cas de figure, ça aide énormément. C'est extrait de colostrum bovin. Et donc, c'est vrai que ça va venir, en fait, soutenir la réponse immunitaire et soutenir le système immunitaire au sein des intestins pour mieux gérer quelconque agression. Ça va venir aussi nourrir cette paroi du mucus. Donc, c'est quelque chose que j'utilise pas mal, qui se trouve en ligne, enfin via des sites, des dispensaires, si on travaille ensemble, je ne sais pas si vous pouvez le trouver de vous-même, peut-être sur iHerb, mais c'est de la marque Mega Mucosa. Pardon, c'est de la marque Mega. Ah, zut. Le produit s'appelle Mega Mucosa et c'est de la marque Microbiome Labs. Je peux vous le mettre dans le chat, Microbiome Labs. Je crois qu'il y en a Ensuite, qui sont disponibles en France, mais effectivement, je suis pas certaine de quel labo. Ça va être vraiment des labos assez spécifiques, quoi. ouais, Mais ouais, moi, pour moi, il y a que ce labo. Même aux États-Unis, il y a que ce labo qui est vraiment très ouais. connu.
tous mes collègues, enfin, on utilise vraiment celui-là. Donc je suis Mhm. pas sûre qu'il y en ait beaucoup, Ouais. mais je vous l'écris dans le chat, voilà, Mega Mucosa. Il y a des d'autres compléments comme le GI Revive, GI Restore, de comment, je suis désolée, j'aurais dû l'écrire. Le nom du laboratoire, c'est Biorex Research. Donc, des choses qui comprennent pas mal de mucilage, pas mal, il y a de la guimauve, l'orme glissant, ce genre de choses. Donc, qui peuvent être là aussi avec de la L-glutamine. Dans le Restore, il y a aussi l'acide butyrique qui est dedans. Donc, c'est un bon complément qui a pas mal de choses. Et puis, là, le fucosylatose que tu nous as rajouté, Anne-Sophie, avec... Ouais, du coup, je vous ai mis quelques références de certains labos. C'est pas du tout exhaustif, hein. Là, je vous ai mis celles que je connais le mieux, mais vous voyez effectivement, comme on nous parlait de métafucose aussi. Mais voilà, souvent il y a le nom Fuco dedans, hein. C'est assez facile à retrouver, donc Fucodine ou Fucosnat ou Fucosylactose. Mhm. Voilà, donc ça c'est des compléments qui sont aujourd'hui assez faciles à trouver, qui sont pas trop onéreux, heureusement, parce que si c'est des choses qu'on doit prendre sur le long terme, c'est quand même mieux. Mhm. Mais voilà, effectivement, Ouais. on peut trouver ça un peu plus facilement aujourd'hui, le fucosylactose. Moi, à l'époque où j'ai découvert ça, il y avait un seul labo qui en faisait. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs labos qui en font, en tout cas en France, hein, donc voilà, c'est quand même plutôt Mm. chouette. Il y a Marie qui demande combien de temps faut-il en prendre. J'imagine que c'est pour tous les compléments dont je viens de parler, parce que le fucosilactose, on a dit si vous avez la variante du gène, Ouais, c'est à vie. ouais. Par contre, pour tous les autres compléments, moi, je fonctionne par tranche, on va dire, de 3 mois, potentiellement 4, où en fait, c'est ça, c'est qu'on fait le protocole, on va travailler sur la santé immunitaire, santé intestinale, et immunitaire aussi, mais santé intestinale, et donc on fait ça pendant un certain temps pour rééquilibrer le tout. Le but, c'est pas de dépendre de compléments alimentaires à vie. Oui. Le but, c'est de les utiliser comme outils pour rééquilibrer de manière naturelle, euh, pour ensuite retrouver voilà, une santé. Mm, tout à fait. Voilà, donc bon, on a répondu à pas mal des questions, mais il y avait une question au tout début. Ah, par rapport au test, c'est ça? Sur les Euh, maladies auto-immunes? Oui. comment savoir si nous sommes atteints de maladies auto-immunes et quels tests réaliser? Alors, malheureusement, il n'y a pas un test, puisque les maladies Mm, auto-immunes sont très variées et que même si elles ont toutes des choses en commun, elles restent quand même, de par leurs symptômes, très différentes, qui peut atteindre tout type d'organes et tout type de tissus. Donc ça, et aussi, malheureusement, on n'a pas dans l'allopathie, quand on va voir un médecin pour un diagnostic, on n'a pas un médecin spécialisé en maladies auto-immunes. On a des médecins mm, qui sont spécialisés dans certaines maladies. Donc, on va avoir un rhumatologue avec une polyarthrite ou une spondylarthrite ankylosante. On va avoir un endocrinologue quand on a des problèmes de thyroïde avec la maladie de Basdo ou thyroïdite d'Hashimoto. Voilà, c'est vraiment en fonction des spécialités et ce qui complique un petit peu la chose pour un diagnostic parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent partager aussi des symptômes. Donc, mm. pour répondre à votre question, il n'y a pas un test et ça, il faut vraiment voir avec votre médecin et votre spécialiste en fonction des symptômes que vous avez. Donc, vous avez des problèmes de peau, allez voir un dermatologue. Mais voilà. Ouais. Ou pas hésiter à se faire accompagner par un nutrithérapeute ou un médecin Oui, fonctionnel qui, lui, saura déjà. oui, mais nous, on peut Euh, pas faire- diagnostiquer. Ah non, du tout, ouais. Mm. Et je peux Oui, comprendre. non. Et moi, Ok. j'étais sur cette quête-là, même si aujourd'hui, je me rends compte, au final, avec ou sans diagnostic, de notre point de vue, on s'en fiche. Parce que Mm, nous, on lit les symptômes, on comprend qu'il y a un déséquilibre, on comprend qu'il y a une inflammation et on va venir aider et soutenir le corps par rapport à ça. mm, C'est bien, c'est vrai que c'est important de savoir s'il y a la composante auto-immune, parce que on va avoir une approche un peu différente, mais presque, j'ai envie de dire, peu importe quelle maladie auto-immune, à partir du moment où il y a la composante auto-immune, on se fie à ça. mm. Mais je comprends qu'on a besoin de comprendre, d'avoir cette étiquette, de dire, OK, je rentre dans cette catégorie, maintenant je sais quelle approche je vais avoir et oui, j'étais là-dedans aussi à l'époque, donc je peux comprendre que c'est important. Mm.
Et Oui, donc, ça aide au moins à avoir des réponses, quoi. Mais voilà certaines réponses, mais bon, malheureusement pas toutes, hein. Moi, enfin, comme beaucoup d'entre nous qui ont des maladies auto-immunes et qui se retrouvent du côté plutôt médecine fonctionnelle et plutôt micronutrition et tout ça, c'est qu'on n'a pas une réponse dans l'allopathie, la médecine classique. non, effectivement, ouais. Ce sont des maladies qui sont relativement récentes et donc malheureusement, on n'a pas encore énormément de compréhension et une approche qui permet de soutenir en fait le patient dans l'allopathie. C'est ça. Souvent, c'est un traitement qu'on nous propose, qui est déjà génial, qu'il y ait des traitements qui existent, mais du coup, ça ne règle pas du tout le terrain. Nous, on a vraiment parlé ce soir beaucoup du terrain, hein. Le mucus, ça fait partie du terrain. Effectivement, Mhm. on parle tout le temps du terrain, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment bah, les organes, comment les organes fonctionnent, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent du coup et comment on peut peut-être venir les soutenir. Et voilà, comme tu dis, Ouais. effectivement, c'est vraiment ça. Et les deux peuvent être très complémentaires. Mhm. Mais c'est dommage d'avoir l'un sans, voilà, sans l'autre. Si on Bah nous oui, propose que un traitement et que effectivement on nous donne pas d'autres solutions d'hygiène de vie, hein, tout simplement, bah, c'est oui. dommage, quoi. Bah, Parce disons que que, si on voilà. travaille sur le terrain, peut-être qu'on peut s'en sortir sans médicaments. Oui, Peut-être. dans ce sens-là, absolument, oui. Voilà. Mais si on travaille que sur stopper les symptômes et pas sur le terrain, eh ben c'est sûr qu'on va dépendre de médicaments à vie. C'est ça, c'est que temporaire et donc voilà. Voilà. Donc c'est vrai que c'est d'où notre passion pour la digestion et Mm. d'où ma passion pour le mucus parce que voilà, on parle vraiment effectivement là C'est la source, hein. du terrain, de la source, quoi, effectivement, ouais. Ouais, Tout part de l'intestin, donc. c'est ça. Et donc, bah, sur ce point, si on répare, enfin Marie avait une deuxième question, si on répare notre intestin, peut-on guérir des maladies auto-immunes? C'est pas aussi simple que ça, mais oui, on veut commencer par réparer la paroi intestinale et cette hyperperméabilité pour nous permettre de rééquilibrer le reste. Mais on ne peut pas venir rééquilibrer et calmer le feu d'un point de vue immunitaire s'il y a encore un intestin poreux. Ce n'est Mm, pas possible. Donc c'est toujours la première étape. Mais c'est vrai il peut y avoir plusieurs causes profondes des maladies auto-immunes. C'est des cas plus rares, mais comme je disais, des mycotoxines. Donc quand on est en contact et qu'on a des réactions à comment on dit, mold, à des des moisissures. moisissures. Des problèmes aussi d'hypertoxicité aux métaux lourds. Et puis, juste tout simplement, d'avoir une hypertoxicité environnementale. Voilà, c'est tout à Mm, fait possible que ça soit aussi ces composantes, mais encore une fois, on commence par l'intestin. mm, mm. Ouais. Donc, c'est pas un chemin qui est court et qui est facile, mais en tout cas, ça ne peut que vous permettre d'aller mieux à un certain degré. Voilà. Si ce n'est pas Mm. de trouver la rémission totale, au moins déjà d'aller un petit peu mieux. Et puis même, moi, je me rends compte des personnes que je suis qui viennent donc avec des problèmes intestinaux et puis une maladie auto-immune. Ah oui, et puis aussi j'ai des acouphènes, et puis aussi j'ai des étourdissements, et puis j'ai des petites choses, et puis j'ai des problèmes de peau, j'ai de l'acné, machin. Et bien au final, toutes ces autres petites choses finissent par rentrer dans l'ordre avec l'approche, on va dire, où on essayait simplement de rééquilibrer pour la maladie auto-immune et pour la santé intestinale, mais au final, tout est lié. Mm. Donc, on peut que retrouver une meilleure santé quand on mange mieux, quand on a des meilleures habitudes. Et C'est clair, ça impacte tellement tout puisque c'est les fondations en fait du fonctionnement du corps. Donc forcément, oui, tout est impacté. C'est un peu la ouais, bonne nouvelle. voilà. Bon, on a vachement dépassé l'heure, je suis vraiment désolée, mais on a essayé de répondre à toutes vos questions. Malheureusement, on va pas pouvoir finir. Mais en tout cas, on vous remercie. Et merci Anne-Sophie pour, euh, pour avoir pris le temps parce que je sais que tu es Avec très plaisir. occupée. Donc, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez un mail à contact@bien-être-auto-immune.com. Dans les descriptifs de la vidéo, je vais mettre les contacts de Anne-Sophie si vous souhaitez aussi. Mais bon, c'est surtout pour ces formations en ligne. Et voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci tout le monde. À la Merci Laurane. prochaine.